Excellente matinée à notre écoute. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. Bonjour à tous, nous voici réunis pour notre rendez-vous l'heure libre, un partenariat Front Populaire La Revue et Sud Radio. Nous voici partis pour une heure d'actualité vue par la lorgnette des souverainistes, qu'ils soient de droite, de gauche, de nulle part ou d'ailleurs, pour reprendre le slogan de la revue. Je suis d'ailleurs avec Michel Onfray, fondateur de la revue, Maxime Lenaga, rédacteur en chef, et notre invité aujourd'hui est l'experte en géopolitique, Caroline Galacteros, présidente du think tank Géopragma. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de géopolitique, évidemment, et de la guerre en Ukraine. Je rappelle que le 24 février, cela fera 1 an qu'elle dure, et nous avons choisi de vous dire des choses que vous n'entendrez pas ailleurs. Sommes-nous bien informés sur ce conflit? Faut-il habituer les peuples à la guerre? Quelles sont les issues du conflit possible? Est-ce que nos élites sont à la hauteur des enjeux? Ce sont les questions que nous nous poserons. Mais d'abord, j'ai une question personnelle, Caroline Galacteros. On dit de vous, c'est la petite musique qui revient souvent, que vous êtes pro-russe. Alors j'aimerais en savoir un peu plus. Écoutez, bien sûr, on dit cela, mais on dit cela parce qu'on cherche à polariser un débat, parce qu'on cherche surtout à ne pas faire valoir une posture d'intelligence ou d'analyse des situations. Je ne suis ni pro-russe, ni pro-américaine. Ça fait 20 fois que je le dis, mais je vais le répéter ce matin. S'il vous plaît. Je ne suis ni pro-russe, ni pro-américaine, ni pro-iranienne, ni pro-turque, ni pro-chinoise, ni je ne sais quoi. Je suis en revanche très préoccupée, très pro-France, très préoccupée de l'attitude de mon pays dans ce conflit, de sa manifeste impuissance à comprendre, à vouloir comprendre et à vouloir agir pour apaiser le niveau de tension qui est aujourd'hui très fort et qui menace toute la sécurité en Europe. Donc voilà, et je pense qu'on ne peut pas comprendre une situation si on commence à la voir avec une lunette dogmatique et idéologique. On ne peut pas la voir si on commence à classifier les bons, les méchants, les blancs, les noirs. Ça ne marche pas comme ça. Le monde ne marche pas comme ça. Pas seulement d'ailleurs les questions internationales. Alors, commençons l'émission, si vous voulez bien, avec un rappel. Cette semaine, donc, c'était aussi le 20e anniversaire du discours de Dominique de Villepin à l'ONU. Souvenez-vous, le ministre des Affaires étrangères de Jacques Chirac, à l'époque, s'était violemment opposé à suivre les États-Unis sur la voie d'une opération militaire en Irak. On écoute. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. Et c'est un vieux pays, la France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie. Un pays qui n'oublie pas et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique et d'ailleurs, et qui pourtant n'a cessé de se tenir debout face à l'histoire et devant les hommes. Voilà, évidemment, c'est encore assez touchant, ces mots. Maxime, quels effets avait produit ce discours à l'époque? Déjà, on peut dire qu'avec le recul, Stéphane, la France avait quand même raison. On craignait à l'époque une déstabilisation de la région et la création par effet domino d'une multitude de mini-Ben Laden. C'était l'inquiétude à l'époque, et je rappelle qu'on est en 2003, en 2014, on aura quand même Daesh. 2 effets à ce positionnement de la France. Déjà, à court terme, un conflit évidemment diplomatique avec les USA. Ils sont obligés de déclencher la guerre en Irak sans l'aval de l'ONU. Les Américains ont très très mal vécu ce discours, ils l'ont vu comme un affront. Ça rappelle d'ailleurs ce que disait Laurent Henninger, vous vous souvenez, la semaine dernière, c'est-à-dire que soit vous êtes avec eux, soit vous êtes contre eux. Il y avait une vague de francophobie terrible aux États-Unis. Chirac avait été obligé de faire un entretien dans le Time Magazine pour expliquer la position française. Tout ça s'est un peu calmé en 2007 quand on a eu le retour au bercail orchestré par Sarkozy avec le retour de la France dans le commandement intégré de l'OTAN qui a été effectif lui-même en 2009. À moyen long terme, ce qui est intéressant, c'est que le discours a été aussi un révélateur des insuffisances de l'UE en termes diplomatiques, parce qu'à l'époque, le Royaume-Uni, souvenez-vous, soutient les USA et la guerre à fond. L'Allemagne et la France s'opposent à cette guerre, et en fait, aucune position commune n'est possible sur cette crise irakienne.
Or, c'était quand même l'objectif de la PESC, qui à l'époque, la politique étrangère de sécurité commune, qui avait été établie par Maastricht. Et depuis cette crise de divergence, en fait, la position commune, qui était censée être un moyen, est devenue une fin en soi. Et maintenant, dans l'Union européenne, la position commune est privilégiée, ce qui revient souvent à se mettre sous la bannière américaine, malheureusement. Voilà, c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas peur de déplaire. Et on peut se demander, 20 ans après, et 1 an après le début de cette guerre, où est la voix de la France, Caroline Garde-Lecterus ? Écoutez, je vais dire quelque chose qui va paraître scandaleux, mais je pense que la France est aphone. Et à vrai dire, plus les déclarations présidentielles sont martiales et fortes et avec des mots qui veulent avoir du sens, etc., plus en fait elles traduisent notre impuissance. Et plus généralement, je dirais que les positions occidentales ont un cynisme de plus en plus fort à mesure que l'impuissance véritable de l'Occident se manifeste, pour tous ceux qui sont informés, sur le terrain de ce conflit. Oui, parce que vous me disiez hors antenne tout à l'heure que sur place, la situation, elle est pliée. Les Russes tiennent l'Ukraine. Enfin, La situation... le Donbass, pardon. Le Donbass, mais ils avancent désormais. Ils sont déjà en train de reprendre les zones dont ils se sont retirés en septembre sous le coup des dernières offensives ukrainiennes finalement. Mais enfin là, il y aurait encore beaucoup à dire. Leur front était, comment dirais-je, n'était pas assez fourni aux endroits où ça s'est passé. Bref, donc. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que nous vivons ici, en Occident, pas seulement en France, dans un mensonge complet depuis au moins 6 mois. Depuis la fin de l'été, sur la réalité du rapport de force militaire. Alors, Michel Onfray, j'aimerais vous entendre là-dessus. Vous pensez que plus on parle fort ici, plus le président Macron parle fort, moins finalement la situation est jouée sur place? Oui, bon, ça, il nous a habitués, Macron, à parler fort et surtout à parler contradictoire. C'est-à-dire que quand il dit quelque chose, il dit très exactement l'inverse pour obtenir un point neutre. Je pense d'ailleurs que c'est ce qu'il qualifie depuis un mandat et demi. Et cette espèce de point neutre auquel il aspire en permanence, avec une feuille de route qui est tout de même celle de l'Europe. Je voudrais revenir aussi sur la question du discours un peu mythique de Villepin. C'est un petit peu comme le discours de Victor Hugo sur l'Europe, les États-Unis d'Europe. On oublie quand même que quand Victor Hugo dit ça, et il nous fait savoir qu'il faut que les États-Unis d'Europe existent pour pouvoir aller foutre sur la figure des Africains qui sont des sauvages et des jaunes qui sont des sauvages. L'expression est de Victor Hugo, hein. Mais parce qu'on oublie vraiment le contexte. Là, le contexte est quand même assez particulier aussi. Il y a aussi un en même temps chez Jacques Chirac, c'est-à-dire que sa politique a été pro-américaine puisque en 1992 il a voulu le traité de Maastricht, puisque en 2005 et en 2008 il a fait partie de ceux qui ont considéré que le référendum était à mettre à la poubelle. Donc il s'est aligné sur les positions américaines et puis là d'un seul coup il refuse cette guerre. Bon, je crois savoir que Chirac était très ami avec Saddam Hussein et pour des raisons qui n'étaient pas forcément politiques et qui ne regardaient pas forcément la France, mais qui regardaient parfois des financements de campagne ou des ventes ou des dessous de table quand il y avait des ventes de centrales nucléaires, etc., etc. Donc la politique, c'est souvent ça. Mais je pense qu'il y a un moment donné où il faut arrêter d'imaginer que de Villepin, c'était Chirac et que Chirac, c'était Général de Gaulle et que là, nous avions une grande voix et une voix forte. Ça n'est pas vraiment comme ça que je vois les choses. Aujourd'hui, je suis d'accord avec Caroline Galacteros. La France n'a plus de voix parce que d'abord, elle a parlé mal à propos et n'importe quand et n'importe comment. Macron a tout dit et le contraire de tout. À une époque, il fallait pas blesser Poutine. Et puis maintenant, il faut aider Kiev jusqu'à la victoire totale sur Poutine. Donc il s'est passé quoi entre deux pour que le même homme puisse nous dire deux choses complètement contradictoires? Moi je pense qu'effectivement, dès qu'on pense en termes de France, on ne se trompe jamais. Si effectivement c'est la France qui doit guider, si c'est la France qui doit nous conduire dans cette aventure et savoir si c'est une guerre intéressante pour la France, bonne pour la France ou qui regarde la France, alors je pense que nous avons notre question. Et il ne faut pas oublier effectivement les rapports de force sur le terrain, bien sûr, mais il n'empêche que même si on a pu, et moi le premier, faire une généalogie de cette guerre et expliquer tout le rôle que les États-Unis y tiennent, il n'empêche quand même que cette guerre, elle a été déclarée par Poutine lui-même. C'est quand même lui qui bombarde les populations civiles, c'est quand même lui qui incendie des villes, c'est quand même lui qui bombarde des gens qui sont complètement innocents, et je veux bien qu'il ait des raisons... Alors Caroline Galacteros n'a
pas l'air d'accord avec vous. Ben, ça va être difficile d'expliquer que ce sont les Ukrainiens qui bombardent les populations civiles russes. Donc on bombarde, ce sont quand même les Russes qui bombardent les populations civiles ukrainiennes. Alors. Je veux pas être un ukrainophile bélant, mais il y a quand même un moment donné où il faut quand même remarquer que sans faire de la politique, de la géopolitique et en appeler à la complexité des choses sur le terrain, il y a quand même des missiles qui viennent des Russes et qui tombent sur des maisons qui sont habitées par des civils en Ukraine. Tout de même, ça c'est un fait. Alors très rapidement, Caroline, parce qu'après... Oui, non mais là justement, on tombe dans l'inversion et il faut quand même rétablir certaines choses. D'abord, la guerre civile inter-ukrainienne, c'est-à-dire des Ukrainiens ukrainophones, on va dire, et surtout essentiellement catholiques, vers le Donbass depuis 2014, c'est une guerre civile, et là, les bombardements, c'est le Donbass qui les a pris. Aujourd'hui, depuis le début de l'opération militaire spéciale, la Russie a comme option tactique, et c'est pour ça que ça prend tant de temps, et que ça a pris tant de temps et que l'opération au départ a été sous-dimensionnée, il s'agissait précisément de ne surtout pas taper les populations civiles. Ça a été la grande préoccupation tactique, opérationnelle, militaire des forces russes. D'ailleurs, les chiffres de l'ONU en témoignent, puisque selon le dernier bilan, on était à moins de 10 000 morts civils. Quand vous dites... Alors, en revanche, les Ukrainiens... Quand même, hein, non, c'est mais, pas rien. Non, on était à 7 000 morts, donc on était, on était à 7 000 morts. Je suis obligé de vous interrompre parce que mais vous c'est un connaissez point le principe, très important. Mais on va y revenir. Nous sommes là pour une heure, chère Caroline. Dans un instant, nous revenons et nous nous demanderons également, sommes-nous bien informés sur ce conflit? À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. De retour sur l'heure libre, votre nouveau rendez-vous sur Sud Radio en partenariat avec Front Populaire, la revue. Je suis toujours avec Michel Onfray, Maxime Lenagar et notre invitée, la géopolitologue, Caroline Galacteros. Et justement, avant la publicité, vous relativiez les massacres russes. Vous dites... Non, il n'y a pas de massacre russe. Les forces russes, précisément, depuis le début de cette... Et ça fait partie de la désinformation, de la propagande dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire que depuis le début... sans même parler de la guerre civile entre 2014 et 2022, dans le Donbass, dont les Ukrainiens russophones ont été victimes. Depuis le début de l'opération militaire spéciale, les forces ukrainiennes installent de très nombreuses positions militaires à l'intérieur de bâtiments civils. Donc là, oui, les Russes, pour taper ces positions militaires, ces points de tir, si vous voulez, tapent parfois des bâtiments civils. Néanmoins, les objectifs russes sont de tout sauf de faire du mal aux populations civiles, ne serait-ce que pour des motifs de politique interne russe. Vladimir Poutine, il a quand même en préoccupation... je sais bien que c'est un dictateur, un autocrate, un monstre, un diable, tout ce qu'on veut, mais son problème, c'est aussi de tenir le pouvoir en Russie. Pour tenir le pouvoir en Russie, il faut tenir compte du fait que les populations russes et ukrainiennes sont étroitement, familialement, historiquement, culturellement imbriquées et qu'il ne s'est jamais agi de taper les populations civiles. En revanche, la Russie, depuis l'automne, tape clairement les infrastructures civiles, parce que les infrastructures civiles, dans le cadre de cette guerre, servent au transport des troupes et des moyens militaires ukrainiens, et que l'un des objectifs de cette opération militaire spéciale ou de cette guerre, en tout cas initiale, mais qui est toujours en cours et qui est en train d'être réalisée par la Russie, est la démilitarisation de l'Ukraine, c'est-à-dire le fait qu'il s'agit d'empêcher les forces ukrainiennes de pouvoir agir, se reconstituer, se déployer, se redéployer, reculer, avancer, etc. Donc on tape les infrastructures civiles et ce faisant, on plonge 70% du territoire ukrainien dans le froid, dans le noir, avec maltraitance au peuple ukrainien. Oui, bien sûr. Michel Onfray, vous allez certainement réagir. J'imagine que le décryptage de Caroline ne vous laisse pas indifférent. Je ne comprends pas pourquoi vous nous dites que vous n'êtes pas dans la défense de Poutine. Vous êtes franchement dans l'argumentaire de Poutine, dans l'argumentaire de Russie. On tape sur des populations civiles, mais c'est de la faute des Ukrainiens, puisque les Ukrainiens mettent des bombes, mettent leurs armes, cachent leurs armes ou cachent leur état-major dans des hôpitaux. On connaît l'argumentaire. Vous pouvez aussi considérer que ce sont des choses qu'on ne fait pas et puis qu'on doit respecter les populations civiles et qu'on s'y prend autrement. Cette façon de dire on va massacrer les populations civiles, mais c'est les Ukrainiens qui
nous y obligent, parce que finalement, ils font ce que tout le monde fait. Il y a un moment donné où on peut faire la guerre en imaginant que si on doit la faire. Moi, je suis pacifiste sur ce terrain-là. Hein. Mais si on l'a fait, on peut... Non, vous ne l'êtes pas. Mais non, quand vous êtes en train de nous expliquer que globalement, s'il y a des massacres de population civile, c'est de la faute des Ukrainiens eux-mêmes, puisqu'ils mettent en avant leur population ou leur peuple. Mais je ne vous fais pas dire qu'il ne faut pas tout mélanger. Il y a quand même un moment donné où on peut imaginer que si la guerre doit être faite, ce que je ne crois pas, si elle doit être faite, on doit pouvoir faire de telle sorte que ce ne soit pas les populations civiles qui morflent. Faire la guerre sans mort, finalement. Non, j'ai pas dit ça du tout. J'ai simplement dit qu'on pouvait la faire autrement, différemment. Comment ? Et je pense que vous avez enseigné à l'école de guerre. Je pense que quand on enseigne à l'école de guerre, mais ça s'appelle la diplomatie, qui est une façon de faire de la guerre autrement et différemment et précédemment. Je vous rejoins, cher Michel, mais on est très loin. L'Occident est très loin d'une position diplomatique. Je ne vous le fais pas dire et vous avez raison et on va se retrouver sur ce sujet-là. Mais je pense justement que la question n'est pas de dire s'il y a des victimes civiles en Ukraine, c'est de la faute des Ukrainiens parce qu'ils exposent leur population. Je suis désolé, mais il suffit de regarder sa télévision sans même écouter les commentaires. Parce que vous avez raison, il y a une espèce de propagande, mais la propagande, elle est souvent dans le commentaire. Il y a simplement, quand vous coupez le son de votre télévision et que vous regardez les images, il y a un moment donné où si vous faites fonctionner votre intelligence, vous pouvez comprendre un certain nombre de choses. Il y a quand même une exposition de cette population civile, il y a quand même une destruction de cette population civile, et Poutine le fait pour des raisons géopolitiques, géostratégiques, et j'ai fait savoir en mon temps aussi, moi, que effectivement, on pouvait comprendre comment on en était arrivé à cette guerre. Simplement, elle n'est pas forcément obligatoire, et à un moment donné, quand on l'a déclenchée, on peut la suspendre en disant que peut-être la solution de la guerre, c'est la paix. Je vais raconter une banalité en disant une chose pareille, mais simplement, qui la veut aujourd'hui, la paix? On n'obtient pas, on ne travaille pas pour la paix et pour la diplomatie quand on explique que les populations civiles ukrainiennes sont massacrées du simple fait que Zelensky les expose. Ça, je ne peux pas entendre une chose pareille. Alors, on est d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, plus personne ne travaille pour la paix, et on assiste à une presse, en France en particulier, hallucinante, qui nous amène à nous demander si on est bien informé sur la guerre. Je prends par exemple le journal L'Express cette semaine. C'est le point en jaune, l'Ukraine doit vaincre. À l'intérieur du magazine, si vous lisez, il n'y a que des tribunes d'encouragement à la guerre totale contre la Russie. J'ai envie de vous demander à tous les deux, est-ce que c'est encore de l'information à ce niveau-là, Caroline Galacteros? On est vraiment passé dans une autre dimension. Mais on est depuis le 24 février dans une totale, on n'est même plus dans la désinformation, on est dans une propagande. Et on est, comme je l'ai dit au tout départ, on est d'autant plus dans la propagande que le réel va contre notre désir. C'est-à-dire que il est clair que militairement, l'Ukraine est dans une position défavorable et qu'elle va le rester. Et l'Occident, l'OTAN, je ne parle même pas de l'UE, mais l'OTAN, les Américains, l'état-major, maintenant tout le monde reconnaît et dit, même le secrétaire général de l'OTAN, l'extraordinaire Stoltenberg, nous explique que on n'est pas capable de fournir juste les obus. La guerre, c'est des maths. C'est pas de la morale. La guerre, c'est des maths. Donc c'est combien d'obus d'un côté, combien d'obus de l'autre. C'est une guerre d'attrition. C'est une guerre d'attrition de l'armée russe vers l'armée ukrainienne qui n'est elle-même vivante que parce qu'elle reçoit de l'Occident. Or, l'Occident est en train de lui dire « game over ». C'est fini, c'est terminé. Donc, le truc, c'est que comme on est cynique, et comme c'est une humiliation majeure pour l'OTAN, ce qui est en train de se passer, eh bien, on continue dans le déni au maximum, et on continue dans le déni, et là, Michel Onfray sera peut-être d'accord avec moi, au détriment et aux dépens, et en poursuivant le martyre de la population ukrainienne. C'est-à-dire qu'on leur donne juste ce qui nous reste de munitions pour que ça continue à durer un peu, alors que tout le monde sait très bien qu'à l'été, c'est-à-dire dans quelques mois, ce sera là clair et net. Tous les gens informés. Voilà, tous les gens informés. Tous les gens informés. Mais nous avons quand même un homme comme le général Mark Milley qui depuis 4 mois expliquait attention là, il va falloir s'arrêter, on peut pas tenir le rythme, c'est pas possible, la Russie s'est mise en mode guerre, on n'y arrivera pas. Il a retourné sa veste, je ne sais pas ce qui s'est passé, on a dû le remettre au pli, si j'ose dire, et il continue à expliquer que la Russie a perdu, elle a perdu stratégiquement. C'est quand même très bizarre, elle a perdu stratégiquement. Les 3/4 de la planète
sont en train de se rallier à la relation russo-chinoise. Donc c'est une victoire stratégique claire, nette et sans équivoque. Malheureusement, c'est comme ça. C'est un fait. Moi, je fais de la géopolitique, je ne fais pas de l'idéologie. Hein. Michel, je voudrais vous entendre là-dessus. Vous pensez qu'on est vraiment rentré dans des temps de propagande là, en ce moment ? Oui, ça c'est sûr, c'est vrai, c'est le cas depuis le début. Je veux dire, cette façon de dire Russia Today n'existera pas, Sputnik non plus, et on ferme des radios, on ferme des antennes, on ferme des télévisions au nom de la liberté d'expression. Ça, c'est vraiment l'Europe maastrichtienne. On sait comment elle fonctionne. C'est-à-dire que la presse est aux mains d'un certain nombre de milliardaires, et quand elle n'est pas aux mains d'un certain nombre de milliardaires, on estime qu'il faut qu'elle n'existe pas. Donc ça, effectivement, que la presse soit dans la propagande. J'ajoute d'ailleurs que nous en parlions, Maxime Le Nagard, toi, mon cher Stéphane et moi, mais effectivement, il y a sur la couverture de l'Express en partenariat avec France Info. Donc voilà, le crime est signé. Si effectivement Radio France nous dit qu'elle est partenaire de l'Express, on sait bien ce qu'on va trouver dans cette chose. Deux choses pour revenir sur le propos de Caroline Galacteros, sur cette idée que la guerre sont des mathématiques et pas de la morale. Ce sont les deux, chère Caroline. Heureusement que le général de Gaulle avait et la morale et les mathématiques. Il faut justement que les mathématiques soient au service de la morale. Parce que sinon, ce sont les pleins pouvoirs donnés à la force. Le général de Gaulle comprend bien que s'il y a eu le 18 juin 40, c'est parce que la force matérielle était supérieure à la force mécanique. Et il le dit très bien dans son discours, quand on aura restauré une force mécanique égale ou supérieure, eh bien effectivement à ce moment-là on aura gagné la guerre. C'est pourquoi d'ailleurs la guerre est gagnée grâce aux soviétiques et grâce à Hitler qui attaque l'Union soviétique en 1940 après Barbarossa, enfin au moment de Barbarossa, ce qui met les communistes qui collaboraient dans l'embarras. Mais je pense qu'il y a un moment donné où effectivement il faut que la morale soit là et les mathématiques peuvent arriver. La morale dans cette aventure, c'est que l'Ukraine est un pays souverain et que le souverainiste que je suis pense effectivement que l'Ukraine a droit à sa nation, à sa nationalité, à son peuple, à sa culture, et que Poutine n'est pas dans des logiques souverainistes mais dans des logiques impérialistes. On se retrouve après, là, dans un instant, on se retrouve, je vous le ferai lire, je vous donnerai lecture, pardon, je vais y arriver, d'un morceau de propagande absolument hallucinant que j'ai relevé il y a quelques jours. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. Vous écoutez toujours l'heure libre, notre nouveau rendez-vous avec Sud Radio et Front Populaire, la revue. Je suis en compagnie de Michel Onfray, Maxime Le Nagard, tous deux de Front Populaire, et notre invitée est la géopolitologue Caroline Galacteros. Je vous le disais à l'instant, j'ai envie de vous donner lecture de ce que je qualifierais d'un morceau de propagande qui est issu de ce grand magazine réputé sérieux qui s'appelle l'Express, dans lequel on peut lire, je cite, « Si tout cela s'était passé comme prévu pour Poutine et la Russie, l'Ukraine serait aujourd'hui parsemée de camps de concentration, de chambres de torture et de prisons de fortune. Les livres ukrainiens auraient été retirés de toutes les écoles et bibliothèques. La langue ukrainienne aurait été supprimée dans tous les espaces publics. Des centaines de milliers d'autres enfants ukrainiens auraient été enlevés et transportés en Russie ou victimes de trafic dans le monde entier. » Quand vous lisez ça, c'est tout juste si on ne vous apprend pas dans un journal soi-disant d'information que Poutine mange des enfants, quoi. On en est là. Mais bien sûr. Mais oui, mais nous en sommes à un niveau d'indigence intellectuelle et d'ailleurs morale et d'ailleurs éthique, et c'est l'ancien professeur d'éthique à l'école de guerre qui vous le dit, c'est-à-dire qu'on est extrêmement, on est dans une réalité parallèle. Nous avons diabolisé une partie, nous avons idéalisé une autre. Je voudrais revenir sur la souveraineté de l'Ukraine, parce que ça, Dieu sait si moi aussi j'ai la fibre extrêmement souverainiste. Vous vouliez répondre à Michel, oui, tout à fait. Voilà, moi aussi, je crois à la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays, je crois au respect de la Charte des Nations Unies, je crois à tout un tas de choses qui ne sont plus du tout de saison depuis déjà 30 ans, depuis la fin de la guerre froide au moins. Mais je crains qu'on ne puisse dire depuis déjà un an, et à vrai dire depuis des années, que l'Ukraine est souveraine. Elle n'est pas souveraine, l'Ukraine. Elle vote quand même et elle désigne son chef, c'est déjà quelque chose. Non, elle ne désigne pas son chef. Elle a
elle a voté pour un acteur qui a été mis sur scène, si j'ose dire, par Washington, qui lui a promis pendant sa campagne. Mais vous avez accès à des documents que l'on n'a pas, chère Caroline Galacteros. Non, simplement je m'informe sérieusement. Et vous savez que les plus informés sur les questions ukrainiennes et russes, ce sont les Américains et les Britanniques. Donc mes sources ne sont pas russes. Voilà, ça aussi pour que ce soit dit, c'est clair. Donc la souveraineté de l'Ukraine, déjà économiquement, elle n'existe plus. Elle est entièrement entre les mains d'intérêts américains. Il faut savoir que sur 100% de l'aide qu'elle a reçue depuis un an, 80% sont des prêts. Okay ? Donc la souveraineté de l'Ukraine, déjà, on oublie. La souveraineté politique de l'Ukraine, elle n'existe pas. Non seulement Zelensky avait été élu sur le projet de faire la paix avec la Russie, et puis il s'est retourné comme une crêpe dès qu'il a été élu, bien sûr. Il a exécuté sa feuille de route véritable, mais l'Ukraine est entre guillemets entre toutes les convoitises, non seulement de la Russie sur son est, si vous voulez, le Donbass, et, à vrai dire jusqu'à Odessa, de Kharkov à Odessa, pour être clair. Et c'est en train d'avancer, c'est en train d'avancer au moment où nous parlons. Donc la grande offensive russe, ça va pas être le tonnerre et le feu, c'est en cours. Justement, j'ai une question à vous poser, Caroline Galacteros. Si la Russie ne poursuivait que la reconquête du Donbass, qui peut s'entendre, on sait qu'il y a c'est peuplé de russophones, etc. Mais là, pourquoi continuer à avancer vers Kiev? Eh ben parce que l'escalade se poursuit, parce que nous continuons à nourrir la résistance ukrainienne, la résistance des forces armées ukrainiennes. Sinon, la démilitarisation de l'Ukraine, elle serait faite depuis des mois. Je reviens aux convoitises. Il n'y a pas que les convoitises russes. Il y a des convoitises polonaises, il y a des convoitises hongroises, il y a des convoitises roumaines. Chacun a sa petite idée sur ce qu'il lui faudrait de l'Ukraine. Et il y a un certain nombre de pourparlers qui se font très régulièrement en ce sens. De la même manière qu'il y a, même si ça nous vient même pas à l'esprit, des pourparlers dans les mondes du renseignement entre les Américains et les Russes en ce moment même. C'est-à-dire il y a bien un moment où, comme disent les Américains, la guerre des perceptions va taper sur la réalité, la guerre d'attrition, et là, il va falloir faire quelque chose. Donc, tout le problème, ça va être de gérer notre humiliation, de gérer notre frustration, de savoir comment ne pas perdre la face, et que les Russes probablement nous y aident. Mais l'Ukraine souveraine, c'est juste un mythe. C'est un mythe depuis au moins le coup d'État de 2014. C'est un mythe. Voilà. Alors Michel, c'est regrettable, mais c'est comme ça. Michel Onfray, vous étiez au courant que les choses étaient, en vous écoutant Caroline Galacteros, on a quand même l'impression que les dés sont jetés, hein? Oui. Et Michel, qu'est-ce que vous en pensez de cela? Évidemment, vous n'êtes pas non plus 24 heures sur 24 avec le renseignement militaire, mais enfin, on est tellement loin au niveau de l'information que on a l'impression qu'on découvre avec Caroline Galacteros des choses là. Non, parce que je pense que la question de la souveraineté peut s'aborder en philosophe ou en citoyen et pas forcément en géopoliticien. Et je peux imaginer que effectivement la souveraineté de l'Ukraine ait été problématique, comme elle est problématique dans tous les pays avant que le pays ne devienne vraiment souverain. Le souverainisme, c'est pas une idée, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel de manière platonicienne, du genre on l'est ou on l'est pas. C'est-à-dire c'est blanc et c'est noir, on l'était plus, on l'est plus, etc., etc. Ça se constitue une souveraineté. Si on regarde la France, qu'elle a été, elle n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui, autrement qu'à partir d'un processus dialectique, historique, de conquête, avec des morceaux ajoutés, des morceaux perdus, etc., etc. Je pense que vous avez des informations qui sont intéressantes sur le passé de l'Ukraine, mais on en a sur le présent de l'Ukraine, et il me semble que si vous imaginez que les soldats qui vont au combat ne défendent pas leur patrie, ne défendent pas leur nation, ne défendent pas la souveraineté de leur propre pays, alors là, je comprends pas, parce que je pense qu'il y a un moment donné où effectivement la souveraineté peut être branlante, comme le cas de la France depuis 1992, oui 1992, mais je pense que depuis que cette guerre a été déclenchée, le 24 février dernier, eh bien, on voit bien qu'il y a un peuple qui reprend en main sa souveraineté, et qui dépasse d'ailleurs le comique qui était Zelensky, l'oligarque qui a été placé par les États-Unis, le type qui a mis de l'argent de côté dans les paradis fiscaux. Personne n'est dupe de ça. Vous avez raison de signaler que c'est pas une vertu, ce monsieur qui jouait au piano, qui jouait du piano avec son sexe il y a quelque temps encore, mais il est devenu
devenu autre chose. Son peuple est devenu autre chose. C'est-à-dire que la souveraineté se constitue par le peuple, pas simplement par la décision d'un chef d'État, voire d'un chef d'État étranger, qui décide que vous l'êtes ou que vous ne l'êtes plus. C'est pas parce que les nazis ont décidé que la France n'était plus souveraine qu'elle a cessé de l'être. Heureusement qu'il y a eu un général de Gaulle qui a dit non, le souverainisme ça continue et je vais l'incarner. Là, pour le coup, c'est le peuple ukrainien qui incarne la souveraineté et le souverainisme ukrainien. Et puis l'histoire, ça bouge, ça change. Il y a la possibilité pour l'Ukraine de se constituer comme une nation, comme un peuple, comme une culture, de manière souveraine. Et ça, c'est Poutine qui le rend possible. C'est une ruse de la raison, mais je pense que le drapeau ukrainien, tout le monde le connaît. Tout le monde sait que l'Ukraine parle une langue qui n'est pas le russe, etc., etc. Donc le souverainisme ukrainien est pour moi ce à quoi j'aspire, parce que j'aspire au souverainisme et à la souveraineté de chaque pays, de chaque peuple. Vous n'y croyez plus. Vous dites l'Ukraine est devenue de toute façon un pion dans l'échiquier américain, Caroline Gallagher. Mais elle l'est depuis longtemps. Elle l'est depuis des années. Elle l'est même depuis avant 2014. Elle l'est depuis que... Et vous ne croyez pas que Zelensky pourrait dépasser son alliance avec les Américains et puis faire œuvre d'indépendance un jour? Zelensky ? Oui. Non. Je vous provoque en disant ça. Non. Zelensky, on est en train de gentiment l'isoler. On lui a fait une petite purge. Vous m'expliquerez pas que c'est lui qui a décidé de purger son entourage en pleine guerre. Hein. Ça, c'est pas vrai. Donc, on est en train de changer son entourage et ses positions jusqu'au boutiste étaient utiles à ses mentors jusqu'à présent. Mais les risques de perte de contrôle de l'escalade et la nécessité à un moment donné de tenir compte de la réalité militaire sur le terrain vont faire, à mon avis, mais je ne suis pas Madame Soleil, mais j'imagine qu'à un moment donné, il va falloir quelqu'un d'autre pour pouvoir faire la paix sur la base des réalités existantes. Et c'est ce que disent les Russes sans arrêt. On veut bien faire la paix, on est ouvert aux négociations, mais vous n'allez pas nous expliquer qu'après tout ce qu'on a fait dans cette guerre depuis un an, on doit se retirer pour négocier. Mais ça n'existe nulle part au monde, ça. On est dans un rêve. On vit dans une... On est au pays des rêves bleus de oui, quoi. On s'imagine que la Russie, parce qu'on l'a culpabilisée, démonisée, diabolisée, parce qu'elle est entrée en Ukraine, parce qu'elle a réagi à l'offensive dans le Donbass qui se préparait, etc., parce qu'elle en a eu marre qu'on lui jette à la figure les papiers qui proposaient la reconstruction de la sécurité en Europe détruite par les Américains, on s'imagine qu'elle va se sentir coupable, qu'elle va se retirer et que là on va pouvoir négocier sur la base de la souveraineté de l'Ukraine. Non mais il faut arrêter de fumer la moquette. Pardonnez-moi cette familiarité, mais c'est très grave ce qui se passe. Parce que le peuple ukrainien, Michel en a très bien parlé, de la souveraineté, etc. Mais il y a un divorce clair. Le peuple ukrainien, il est l'otage de son gouvernement. L'armée ukrainienne, elle se bat de manière héroïque. Les forces ukrainiennes ne sont pas en cause en tant que telles, évidemment. Elles se sont battues. Aujourd'hui, ils ont tellement plus personne qu'ils en sont à rafler les gamins dans la rue, etc. Mais il y a un problème aussi de la légitimité d'un gouvernement et qui lui-même est sous emprise par rapport à une population qui est sacrifiée, comme l'ont été d'autres peuples. C'est pas les premiers. Alors dans un instant, je vais donner la parole à Michel Onfray et je vous demanderai tous les deux aussi de réagir face à ce que j'ai entendu, lu vendredi, Jens Stoltenberg, le chef de l'OTAN, qui s'interroge et qui commence à nous apprendre, qui nous fait savoir que désormais l'OTAN surveille les relations croissantes et renforcées entre la Chine et la Russie. Car, dit-il, ils opèrent des patrouilles navales et aériennes ensemble. Est-ce que c'est un pas nouveau, une escalade nouvelle avec l'extension du conflit avec une alliance russe et chinoise qui se profile? On en parle dans un instant et Michel Onfray vous répond, Caroline Garlecteros. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. Vous écoutez l'heure libre, notre nouveau rendez-vous et partenariat Front Populaire, la revue Sud Radio. Je suis toujours avec Michel Onfray, fondateur de la revue Front Populaire, Maxime Le Dagard, rédacteur en chef, et notre invitée est la géopolitologue Caroline Galacteros, également présidente d'un think tank qui réfléchit à la guerre et à ses conséquences. Michel Onfray, vous me disiez hors antenne à l'instant que vous n'étiez pas d'accord avec Caroline Galacteros quand elle parle de rafler
rafler les jeunes Ukrainiens pour les envoyer au front. Oui, parce que l'expression rafler les jeunes dans les rues, enfin bon, on voit bien ce que ça veut dire, mais je veux dire, en temps de guerre, on mobilise. Et puis il y a aussi des jeunes, moi j'ai aussi vu des jeunes adolescents mobilisés justement par le souverainisme, en se disant mais on va défendre notre peuple, notre drapeau, notre pays, et qui y vont. Je veux dire que, pour réagir à ce que vous disiez précédemment, si on avait imaginé à quoi aurait ressemblé la carte de l'Europe en 1939, on aurait été quand même bien étonné. Je veux dire que personne ne peut imaginer quand Hitler envahit tous les pays d'Europe que ça se passerait comme ça s'est passé par la suite. Donc il y a un moment donné, on peut pas non plus faire de la politique fiction quand on fait de la géostratégie ou de la géopolitique. Le passé c'est une chose, le présent c'en est une autre et le futur c'en est une autre. Je pense que Poutine est en train d'aider à forger une espèce de souveraineté d'acier de la part du peuple ukrainien et qu'il n'est pas impossible que se débarrassant de la tutelle ou de sa vassalisation avec la Russie, le peuple ukrainien n'ait pas envie d'une vassalisation avec les États-Unis par la suite. On ne sait pas ce qui va se passer quand cette guerre se terminera. Elle peut aussi comprendre que, forte de sa puissance recouvrée, ou d'une puissance pas forcément recouvrée, mais créée ou constituée, elle ait envie d'une souveraineté et de mener sa barque avec non pas le désir d'obéir aux Américains parce qu'il n'avait pas l'intention d'obéir aux Russes, mais simplement le désir d'obéir au peuple ukrainien. Et à ce moment-là, peut-être que Zelensky sera, comme avec Churchill en son temps, ou comme avec De Gaulle en son temps, sera évincé, peut-être bon chef de guerre, mais évincé par la suite parce que le peuple ukrainien voudra écrire une page de son histoire de manière autonome, indépendante et souveraine. Alors, je voudrais vous faire réagir tous les deux aux dernières déclarations du chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg, il a un nom qui est pas facile à prononcer, sur les conséquences de cette guerre. Désormais, il nous dit que les relations croissantes et renforcées de la Chine et de la Russie sont visibles et qu'ils opèrent des opérations navales et aériennes ensemble. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette surveillance qu'il entend maintenant mener de cette coopération russo-chinoise? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une alliance possible dans les mois à venir? Et est-ce que l'on a vraiment là le danger d'une mondialisation totale du conflit là? Caroline Galacteros. Mais Jens Stoltenberg nous prend pour des imbéciles. Ce n'est pas un scoop. La coopération russo-chinoise, les manœuvres militaires conjointes, la relation, le partenariat stratégique qui, toutes les semaines, se traduit par soit des projets d'infrastructures communs, soit des investissements croisés, soit un soutien. Non, mais on nous dit officiellement que la Chine a un rôle neutre. Mais c'est faux. C'est faux. C'est faux. Le ministre des Affaires étrangères chinois a été très clair sur ce sujet. Les dernières déclarations, c'est l'Amérique est à l'origine de cette guerre, l'Amérique est contre la paix du monde, l'Amérique refuse la multipolarisation et la Chine, comme la Russie, doivent s'opposer à ce déni d'une réalité internationale. Donc moi, ce que je pense, je l'ai pas beaucoup entendu. Mais cette évidemment déclaration non, ça s'appelle la propagande. Nous vivons dans une bulle informative. Nous vivons dans une bulle où le reste n'apparaît pas, si vous voulez. Si vous n'êtes pas comme moi, c'est-à-dire toute la journée en train d'être informé, d'avoir des gens, de téléphoner, de regarder, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, ce qu'on appelle l'OSINT, l'Open Source Intelligence, ça donne déjà énormément de choses. Mais simplement, il faut faire le travail et c'est long. Et je pense qu'il y a très peu de journalistes qui le font aujourd'hui, en tout cas en France. Donc tout ça, c'est du travail, mais c'est une réalité. Et la réalité, c'est que cette guerre préparée, voulue, via le malheureux peuple ukrainien, via l'Ukraine, via Zelensky, enfin par proxy comme on dit, contre la Russie, de l'OTAN et des États-Unis contre la Russie, pour des raisons géopolitiques bien connues sur lesquelles j'ai pas le temps de revenir, mais enfin voilà, séparer l'Europe de la Russie, casser la superbe allemande, etc., rebasculer sur la Pologne. Cette guerre a produit l'exact inverse de ce qu'on en attendait. Il est là le fiasco. Non seulement il y a une accélération de la bascule du monde avec le renforcement des BRICS et l'alliance russo-chinoise, mais il y a aussi les Iraniens, mais il y a aussi les Turcs, mais il y a aussi les Indiens. Enfin, je veux dire, c'est énorme. Les 3/4 du monde maintenant regardent l'Occident et se disent, c'est presque fini là. On en a pour combien de temps encore? Donc, vous souscrivez, Michel Onfray, à cette analyse?
Oui, complètement. Oui. Je suis entièrement d'accord, et c'est là que je retrouve la sagacité de Caroline, parce que je trouve qu'effectivement, il faut mettre en perspective les questions généalogiques avec le présent. C'est d'où elle vient, cette guerre, qui la veut, qui l'a fait, comment est-ce qu'elle est fabriquée, comment est-ce qu'elle est conçue, quelles sont les forces en présence, et sur ce que vous venez de dire, je souscris absolument. Alors, on peut aussi, pardonnez-moi, mais se demander qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la paix, parce que on parle beaucoup de guerre, on voit l'escalade qui nous pend au nez, qui est là. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire, Caroline Galacteros, pour privilégier une autre voie que celle d'être soit pro-Poutine, soit pro-Zelensky? Essayer de dépasser le clivage. Justement, je pense qu'il faut monter, c'est un peu comme les avions, si vous voulez, faut changer de couloir. Le couloir, c'est la sécurité en Europe. La sécurité en Europe aujourd'hui, elle est en grand danger. Voilà. Donc, il faut revenir à cela. L'Ukraine est un élément fondamental de cette sécurité en Europe. Évidemment, les Russes, les Ukrainiens, les Américains, les Français et les autres ne sont pas d'accord sur ce qu'est le moyen d'assurer la sécurité en Europe. Les Ukrainiens veulent entrer dans l'OTAN. À mon avis, ça n'arrivera pas. Voilà. Il est évident qu'il n'y aura pas, la Russie ne s'arrêtera pas tant qu'elle n'aura pas l'assurance que l'Ukraine ne servira plus de trigger, de gâchette vers son territoire, avec des bases militaires OTAN, etc. Donc la paix va forcément, la négociation, quelle qu'elle soit, elle va partir du rapport de force sur le terrain. C'est malheureux pour l'Occident, ça n'est pas en notre faveur, mais ça ne sera pas autrement, ça n'a jamais été autrement. Bon, deuxièmement, il faut une conférence pour la paix. Et là, c'est là que je suis très malheureuse. Qui va l'organiser, puisque le président Macron n'en a plus l'autorité. Il n'en a plus la volonté. Ni la volonté. C'est ça qui est dramatique. Parce que l'autorité, il l'a perdue en s'alignant. À partir du moment où vous alignez, vous n'êtes plus utile, vous savez à rien. On sait très bien qu'en vous parlant, en fait, on parle au chef. Mais voilà. le Premier ministre israélien, on en a parlé la semaine dernière, a fait savoir également qu'il avait été gentiment remercié de ses efforts diplomatiques. Alors qui est en mesure d'organiser cette conférence? Il s'agissait de pousser la Russie. Donc effectivement Bennett et d'autres, tous les médiateurs des accords qui ont presque failli se conclure au tout début de la guerre, parce que au départ la Russie pensait que ça allait être très court, que rapidement l'Ukraine et Zelensky allaient comprendre qu'il fallait arrêtez vite. Voilà. Donc là, les Américains, les Anglais et nous d'ailleurs et tout le monde, voilà, on est revenu à l'assaut pour que ça continue. Et maintenant, ça continue, mais maintenant, c'est plus nous qui avons le tempo. On n'a plus le tempo, mais quel est le pays qui peut prendre l'initiative de cette grande conférence de paix? Ça pourrait être la Turquie, ça pourrait être la Turquie d'Erdogan. Et pourquoi pas? Mais oui. Parce qu'elle joue. Si elle pouvait jouer un rôle enfin d'apaisement. Ouais, mais elle joue. Force est de constater, si vous voulez, on aime ou on n'aime pas Erdogan. Là encore, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que la Turquie, elle joue très très bien ses cartes. Elle est dans l'OTAN. Mais elle menace parfois de s'en retirer. Elle embête les Américains quand il le faut. Elle embête les Russes quand il le faut. Les Américains ont essayé d'enfoncer un coin entre elle et la Russie. Ça n'a pas marché. C'était en 2015 en Syrie. Donc il y a, et là en ce moment en Syrie toujours, l'Amérique est en train de se faire gentiment dégager maintenant. Donc il y a peut-être des médiateurs, mais il faut qu'ils se déclarent. Ça pourrait être la Chine. Ça pourrait être la Chine. Ça pourrait être la Parce Chine. que le jeu est large. Le jeu, c'est le jeu de la relation américano-chinoise. Tout à fait. Il y a ça en arrière-plan, bien entendu. Je vais demander à Michel Onfray s'il pense que nous avons les élites nécessaires, les dirigeants, je dirais, qui ont les compétences qui seraient à la hauteur de ce qui se passe actuellement. Qu'est-ce qu'il en pense, Michel ? La réponse est non, bien sûr. Je pense que nous avons perdu notre souveraineté en 1992. Nous ne sommes plus crédibles. C'est ce que disait Caroline tout à l'heure. C'est vrai que quand on voit Macron, on voit bien les États-Unis derrière. Donc on voit l'Europe maastrichtienne. Donc on voit bien les États-Unis derrière. Et on peut pas être à ce point jugé parti. Je comprends effectivement, moi aussi, je souscris à cette idée que la Turquie peut jouer un rôle important, que la Chine peut jouer un rôle important, que assez probablement plus la Turquie que la Chine, parce que la Chine, c'est bien que la Chine est un peu jugée parti, sûrement pas très pro
pro-américaine et beaucoup plus pro-russe, bien que ce ne soit pas aussi simple que ça. Mais je pense effectivement que ça peut se passer de ce côté-là, mais sûrement plus du côté de la France. La France n'est plus crédible, et alors avec Macron à sa tête, elle est encore moins crédible. Alors, on parlait en début d'émission de Dominique de Villepin, et on s'est dit que c'était amusant avec Maxime Le Nagard de voir ce qu'il pensait aujourd'hui du conflit et de ce qu'il devait, ce qu'il aspirait en termes de soutien à l'Ukraine, Maxime. Oui, alors il a un peu évolué quand même sur la question, Dominique de Villepin. Il est moins souverainiste qu'avant. Hein. En mars 2022, il avait été interviewé par Sonia Mabrouk et je le cite, il disait: l'obsession d'un responsable d'une grande puissance doit être de faire avancer la paix, d'obtenir un cessez-le-feu et de parvenir à des négociations de paix durables. Donc là, il était quand même sur une posture gaulienne. Et récemment, il a fait une émission sur le service public encore, qu'à l'époque avec Léa Salamé. Et là, il est passé quand même, un tempo plus offensif. Et il dit: l'Ukraine doit bouger et pouvoir reprendre l'offensive. La question est de savoir quels sont les moyens nécessaires pour reprendre l'initiative stratégique, quels sont les moyens qui vont permettre à l'Ukraine de disloquer le front russe pour récupérer sa souveraineté. Il y a de ce côté-là une prise de conscience des Européens. Le président de la République, il parle donc de Macron, l'a très bien dit, l'Ukraine peut l'emporter, l'Ukraine doit l'emporter. Il a donc précisé globalement que l'Ukraine devait aller plus loin et qu'on devait augmenter notre aide. Donc aujourd'hui, Dominique de Villepin, il est sur la même ligne que la couverture du magazine que je citais tout à l'heure. L'Ukraine doit vaincre. Caroline Galacteros, ça vous étonne du personnage ? Ça me déçoit. Ça me déçoit. Ça donne raison à Michel, en tout cas. Oui, mais qui disait tout à l'heure que ce n'est pas le gaulliste qui... Le problème, c'est l'équation militaire. L'Ukraine ne se défend pas toute seule. Elle n'a plus rien toute seule. Okay ? Elle se défend depuis le début. Parce qu'elle a été formée, équipée, entraînée par l'OTAN depuis 2015. Et 2, par tout ce qu'on lui donne depuis février. On n'a plus grand-chose à lui donner. On lui a promis 200 chars, entre 200 et 300 chars. Pour l'instant, concrètement, on en est à moins de 30. Voilà. D'accord. Donc, si vous voulez, ça ne va plus. On n'a pas de munitions. C'est Stoltenberg lui-même, qui l'a avoué. Les Russes tirent plus de 3, c'est-à-dire 4, 5, 6 fois plus d'obus chaque jour que les Ukrainiens. Donc une fois que vous avez plus d'obus, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes morts. Ouais. Michel, je voulais donner un petit mot de conclusion. On a 1 minute seulement, pardonnez-moi. Ouais, sur De Villepin, c'est vrai que moi je l'ai vu en direct à la télévision et je me frottais les yeux en essayant de comprendre ce qu'il disait. Je me dis mais qu'est-ce qu'il dit ce personnage ? Enfin ça correspond pas du tout à ce qu'il faisait savoir précédemment. La solution, la réponse à cette question elle est extrêmement simple. Jadis il s'exprimait comme Premier ministre de la République française et il fallait tenir un discours républicain, souverainiste parce qu'effectivement on avait besoin, Chirac avait besoin de ses anciennes amitiés et qu'aujourd'hui Dominique de Villepin n'est plus Premier ministre de la France, Premier ministre de la République. Je pense qu'il fait des affaires et du business sur la totalité de la planète et que tout ça est payé très cher et qu'il a d'autres intérêts aujourd'hui que ceux qui faisaient ceux du Premier ministre jadis. Donc je pense qu'aujourd'hui il n'est plus très crédible ou très audible. Il fait du business lui aussi sur le dos de l'Ukraine. Eh bien le voilà habillé pour le mois de février. Je vous remercie tous les trois. Je vous donne rendez-vous sur tous nos environnements digitaux, ceux de Sud Radio évidemment et ceux de frontpopulaire.fr. À samedi prochain pour une prochaine heure libre.